Vous voyez ce monument? Il s'agit de l'édifice des mathématiques. Impressionnant, non? Des années, que dis-je, des siècles de construction conjointe que l'ensemble de tous les génies de cette discipline ont apporté pour aboutir à ce chef-d'œuvre architectural. Pierre par pierre, théorème par théorème, et ce durant des milliers d'années. Mais tout ceci a un début, une genèse, car même si les mathématiques ont vu naître de nombreux secteurs pendant tout ce temps, un seul était là au commencement. Le rez-de-chaussée qui a vu naître tous les étages qui se sont appuyés sur lui, la géométrie. Et pour supporter la quasi-totalité de cet étage, et donc tout l'édifice qui en résulte, nous étions principalement 5 piliers, chacun garantissant la stabilité de ce gigantesque ouvrage. Seulement voilà, alors que le monde avançait, que les connaissances prospéraient, rendant ce monument de plus en plus imposant et solide, un beau jour, j'ai vacillé. Ce jour-là, c'est tout l'équilibre de ce temple gigantesque qui fut mis à mal, et tout ça à cause de moi. Je suis le 5e postulat d'Euclide, et voici mon histoire. Tout commence en 300 avant notre ère avec un homme qui va marquer à jamais l'histoire de cette discipline, Euclide, mathématicien de la Grèce antique qui s'est donné une bien étrange mission, écrire un traité mathématique qui réunit l'ensemble de toutes les connaissances en géométrie, en redémontrant chacune de ses propositions de manière à parvenir à une encyclopédie de base sur le savoir de l'époque, l'ouvrage de référence par excellence. Le défi est énorme et demande une rigueur et une méthodologie hors normes. Pour y parvenir, Euclide utilise la méthode axiomatique, c'est-à-dire qu'il part d'un certain nombre de postulats, des énoncés dont ils sont si évidents qu'on peut garantir leur véracité. Son but est simple, retrouver la totalité des résultats mathématiques connus en raisonnant de façon logique et en repartant de ces postulats. C'est là que je suis né. Moi, le 5e postulat, le canard boiteux, celui qui va précipiter l'édifice dans sa chute. Mais n'allons pas trop vite, laissez-moi vous présenter mes 4 semblables. Le premier postulat, par 2 points distincts, il ne passe qu'une seule droite. Le deuxième postulat, tout segment est prolongeable en une droite. Le troisième postulat, il n'existe qu'un seul cercle dont le centre est un point et qui passe par un second point. Le quatrième postulat, tous les angles droits sont égaux entre eux. Et enfin, moi-même, le 5e postulat. Si une droite et un point extérieur à cette droite sont donnés, il n'existe qu'une seule et unique droite qui passe par ce point et parallèle à la première droite. Nous voilà. 5 petites briques de base à partir desquelles, comme prévu, Euclide va écrire un ouvrage de pas moins de 13 volumes qui traversera les siècles et deviendra rapidement le livre le plus imprimé de l'histoire, juste derrière la Bible. Toute la géométrie reposait sur nous 5. Toutes vos maisons, vos palais, vos cathédrales, vos ponts. Mais dans toute fratrie, il y a toujours un enfant qui pose plus de soucis à ses parents. Et très rapidement, les mathématiciens commencèrent à se questionner sur moi. Voyez-vous, plusieurs indices laissaient supposer que, contrairement à mes 4 frères, je n'avais pas ma place dans cette liste de briques élémentaires. Et peu à peu, une idée commença à germer dans l'esprit des mathématiciens de l'époque. Il se pourrait que je ne sois qu'un théorème que l'on pourrait redémontrer. En d'autres termes, je découlerais de mes 4 frères. Si tel était le cas, évidemment, ma légitimité dans cette liste serait remise en cause. Pourquoi s'encombrer d'un postulat qui n'est lui-même que la conséquence des 4 autres? Autant m'évincer de la liste, puisqu'alors tous les résultats mathématiques ne dépendraient plus que de 4 piliers et non plus 5. C'est alors que les mathématiciens et mathématiciennes parvinrent à de surprenants résultats, en commençant un travail controversé, tenter de me prouver. Pour saisir la diversité des tentatives de démonstration qui suivirent, il est important de porter à votre connaissance que je ne me suis pas présenté sous ma forme originale, simplement une meilleure version de moi-même, équivalente à ma formulation originale d'Euclide, à savoir
Si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, ces deux droites prolongées à l'infini se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits. Cette formulation initiale de moi-même étant équivalente à celle que je vous ai présentée en amont, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de continuer à utiliser ma précédente présentation. Mais vous admettrez sans peine, je crois que je suis largement plus compréhensible dans ma version actuelle. Après tout, ne sommes-nous pas toutes et toutes soumis à cette habitude lorsque nous rencontrons quelqu'un de nous présenter sous notre meilleur jour ? Malgré tout, si vous parcourez l'histoire des mathématiques à la recherche des différentes tentatives de preuve, vous retrouverez souvent ma formulation initiale. Nombreux sont les savants, parfois illustres, qui s'attelèrent à la tâche. Des Grecs, comme Archimède, Ptolémée, mais aussi des mathématiciens arabes, comme Thabit ibn Qurra, ou encore Omar Khayyam, 7 siècles plus tard. Du reste, malgré la ténacité et l'inventivité dont firent preuve les différents mathématiciens durant tout ce temps, j'ai tenu bon. Leur acharnement à vouloir me réduire à l'état de théorème prouvé ne les conduisit qu'à me ramener à des variantes ou bien à des raisonnements circulaires consistant à m'utiliser pour me prouver moi-même. Le début de ma fin provint de l'idée de certains d'entre eux de me prouver à l'aide d'un raisonnement étonnant et pourtant extrêmement puissant dans les mathématiques, le raisonnement par l'absurde. Et vous allez le voir, étonnamment, c'est de leur échec cuisant que vint pourtant leur plus belle réussite. Le raisonnement par l'absurde repose sur l'un des principes fondamentaux de la logique, la non-contradiction. Un énoncé ne peut pas être à la fois vrai et faux. L'idée de ce type de raisonnement est donc la suivante. Pour prouver qu'un énoncé A est vrai, on suppose volontairement qu'il est faux. Puis on raisonne par équivalence successive, chaque nouvelle proposition étant issue de sa précédente. Strictement identique, mais formulée différemment. De proche en proche, on raisonne ainsi jusqu'à parvenir à une forme dont on sait qu'elle est fausse. Dès lors, puisqu'on a la garantie que chaque ligne était équivalente à sa précédente, on peut alors remonter le fil du raisonnement jusqu'au début et conclure que la supposition de départ n'était donc pas la bonne. A n'est pas fausse, donc elle ne peut être que vraie. Cette méthode, qui peut paraître étrange, vous est pourtant familière. Si par exemple, sans aucune horloge, vous deviez deviner si vous vous êtes réveillé à 10 h du matin et qu'en regardant dehors vous voyez qu'il fait encore nuit, votre raisonnement serait sûrement « s'il était 10 h du matin, alors il ferait jour. Or, il fait nuit, donc il n'est pas 10 h du matin. » En raisonnant ainsi, vous faites un raisonnement par l'absurde. C'est ainsi que les mathématiciens de l'époque ont supposé que j'étais faux, avec l'espoir non dissimulé de tomber sur une belle et flagrante contradiction. Ils pourraient alors conclure « puisque nous avons une absurdité, c'est que la supposition de départ était incorrecte, le cinquième postulat n'est donc pas faux. Et par conséquent, il est vrai. Il ne leur resterait qu'à affirmer fièrement qu'étant démontré, je n'avais plus ma place dans les postulats et me rétrograder au rang de théorème. Mais c'est là que les choses sérieuses commencèrent, car de contradictions, ils n'en trouvèrent jamais. L'homme qui s'est probablement le plus acharné à me démontrer par l'absurde s'appelle Giovanni Saccheri. Selon lui, je diffère trop de mes 4 premiers compères pour être leur semblable. Seulement voilà, aucune contradiction nette n'a paru dans ses raisonnements. Tout au plus, des bizarreries, des étrangetés, mais rien dont on pouvait dégager une proposition expressément fausse. Malgré tout, il publiera en 1733 l'ouvrage Euclide ab omni naevo vindicatus, qui signifie Euclide lavé de toute tâche. Mais son livre restera sans écho, boudé par la plupart de ses contemporains. Tout s'accéléra quelques décennies plus tard lorsqu'un géant des mathématiques, peut-être même le plus grand d'entre tous, s'intéressa à moi à son tour, Carl Friedrich Gauss, le prince des mathématiciens comme on l'appelait. Véritable touche-à-tout, il était inévitable qu'il mette son nez dans les éléments d'Euclide et qu'il s'intéresse à mon cas. Et tout comme ses prédécesseurs, il ne lui fut pas permis de conclure. La différence étant qu'il poussa beaucoup plus loin les concepts nouveaux qui émanaient de la géométrie dont j'étais débarrassé. Il lui sembla qu'en me considérant comme inutile, c'est un autre type de géométrie qui prenait forme, et qui semblait ne pas contenir de contradiction intrinsèque, outre le fait qu'elle soit virtuelle, théorique, et sans lien direct avec la réalité. En effet, dans cette géométrie alternative, des résultats historiques devenaient faux, comme le fameux théorème de Pythagore. Pour ces raisons, Gauss décida de ne pas publier ses découvertes, selon ses dires, par crainte des cris des Béotiens. Et c'est ainsi que cette nouvelle géométrie aurait pu rester contenue dans le génial cerveau de Gauss s'il n'avait pas eu un ami.
un ami du nom de Farkas Bolyai, mathématicien de son état, avec qui il aimait correspondre. Or, Farkas Bolyai avait un fils qui se prénommait János et qui, selon Gauss lui-même, était un génie de tout premier plan. En effet, dès l'âge de 13 ans, sa maîtrise de la géométrie analytique est sans faille, et ce jeune homme travaille depuis quelque temps sur un problème bien particulier, une géométrie dans laquelle, par un point donné, il existe une infinité de droites parallèles à une autre droite donnée. En d'autres termes, une géométrie dans laquelle moi, le 5e postulat d'Euclide, je n'ai plus ma place. Constatant que le jeune Bolyai a reconstruit et publié la quasi-totalité des découvertes qu'il avait lui-même faites quelques années auparavant, Gauss ne tarit pas d'éloges sur la vision de ce jeune homme. Selon lui, 3 types de géométrie sont désormais à considérer. Celle qu'il appelle la géométrie absolue, comprenons mes compères élus, les 4 premiers postulats d'Euclide, puis ce qu'il appelle la géométrie euclidienne, lorsqu'on me rajoute à leur liste, et enfin la géométrie non euclidienne, lorsque j'en suis banni. Mais à chaque époque ses préoccupations, et il semble que j'étais clairement dans l'air du temps à cet instant de l'histoire, car quelques années auparavant, un autre mathématicien avait également retrouvé les mêmes résultats de cette même géométrie, de façon totalement indépendante, Nikolai Lobachevsky. Le mathématicien russe publie en 1837 un article intitulé « Géométrie imaginaire » dans laquelle il construit une nouvelle géométrie, la géométrie hyperbolique, qui n'est autre que celle imaginée par Gauss et défendue par Bolyai. Dès lors, c'est tout un nouveau monde qui s'offrit aux mathématiciens de l'époque. Un monde sans moi, le 5e postulat. Pour le trio Gauss, Bolyai et Lobachevsky, il existait donc des géométries dans lesquelles il n'y avait non plus une droite unique qui passait par un point et parallèle à une autre, mais une infinité. Mais les mathématiciens n'aiment pas les portes entrouvertes, et si le cas d'une droite unique ou d'une infinité avait été traité, il était inéluctable qu'un jour ou l'autre ils envisagent un autre cas, celui où il n'existe aucune parallèle. C'est ce à quoi va s'atteler un élève de Gauss, Bernard Riemann, qui remplace le plan euclidien par un plan sphérique. Dans ce monde qui ressemble étrangement au nôtre, ce que les habitants prennent pour une droite infinie est en réalité un cercle, qu'on appelle alors géodésique, et un point devient une paire de points diamétralement opposés. Tous les postulats de 1 à 4 restent vrais dans la géométrie de Riemann. Par exemple, tout segment est prolongeable en une droite. Ou encore, par 2 points distincts, il passe une seule et unique droite. Mais de ce monde, là encore, je suis exclu. Car c'est un fait, si un point et une droite sont donnés, alors il n'existe aucune droite passant par ce point et parallèle à la droite. La machine était en marche, et au cours du 19e siècle, de nombreux mathématiciens se prêtèrent au jeu d'inventer leur propre géométrie non euclidienne. Inspiré par ses compères Beltrami et Klein, le génial Henri Poincaré résume en 1881 la géométrie hyperbolique avec ce modèle. Imaginons un monde en forme de disque qui admet les propriétés suivantes. Plus les habitants de ce monde se rapprochent du bord de ce disque, plus ils rapetissent. De notre point de vue évidemment, car du leur, ce monde leur paraît infini. En effet, si l'un de ses habitants venait à avancer tout droit par pas de 1 mètre, ses pas deviendraient de plus en plus petits, du fait qu'il rapetisse. Mais à aucun moment, il ne pourrait s'en apercevoir, car tout autour de lui rétrécirait, y compris ses instruments de mesure, qui continueraient à lui indiquer que ses pas mesurent bien 1 mètre. Voilà comment j'en fus réduit, au 19e siècle, à observer les géomètres élaborer des dizaines de types de géométries différentes, desquelles moi, le 5e postulat d'Euclide, j'étais totalement exclu. Heureusement pour moi, un ultime espoir me permettait de conserver une place à part dans la géométrie, mon ancrage dans le réel. En effet, les géométries non euclidiennes, même si elles paraissaient élégantes et originales, restaient dans l'inconscient collectif une invention de matheux. Tout ceci est fort intéressant, se disait-on, mais concrètement, nous vivons dans un monde où Pythagore est valide, et toutes ces considérations n'ont aucune application réelle. Le XXe siècle allait bientôt balayer ces considérations et précipiter mon inexorable chute par la même occasion. En 1915, un homme assis dans son bureau s'appuie sur le dos de son fauteuil et observe la feuille sur laquelle il vient de poser un point final. Il passe la main dans sa dense chevelure et réalise à quel point ce qu'il vient d'élaborer va changer notre vision du monde. Cet homme s'appelle Albert Einstein et il vient de terminer ses travaux sur ce que l'on appellera bientôt la théorie de la relativité générale.
Cet apport aux sciences est révolutionnaire à plusieurs titres. Physiquement, d'une part, car il revisite totalement la vision newtonienne de la gravitation, et mathématiquement d'autre part, car pour que tout son édifice tienne debout, pour que sa théorie décrive le plus fidèlement possible la réalité, il lui aura fallu utiliser une géométrie non euclidienne. Plus précisément, une variante de celle de Bernard Riemann, le fameux élève de Gauss, une géométrie courbe basée sur les travaux de Hendrik Lorentz. La théorie de la relativité est belle, élégante, solide et débarrassée de moi, le 5e postulat. Bientôt, la relativité aura le succès qu'on lui connaît, et c'est toute notre vision de la structure de la réalité qui sera modifiée par cette incroyable découverte. Notre univers n'est pas plat, il est courbe, et la géométrie euclidienne ne convient pas pour le décrire. C'en était fini de moi. Du moins, c'est ce que j'ai cru pendant quelque temps, avant de m'apercevoir que j'étais encore malgré tout toujours enseigné dans les écoles, dans les universités. Simplement, avec les siècles, les humains ne se sont pas débarrassés de moi, mais plutôt de l'idée que j'étais indispensable. Ils ont pris conscience que la géométrie d'Euclide n'était qu'une géométrie parmi d'autres. Dans le chapitre 3 de son livre « La science de l'hypothèse », Henri Poincaré dira « Cette question, la géométrie euclidienne est-elle vraie, n'a aucun sens. Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre, elle peut seulement être plus commode. » Après avoir régné en maître pendant plus de 2000 ans, il m'a donc fallu apprendre le partage et savoir me mettre en retrait pour que les humains comprennent mieux les phénomènes comme les trous noirs ou l'univers de façon plus générale. Il reste que j'ai accompagné les mathématiciens durant des milliers d'années qui m'ont défendu, attaqué, manipulé, trituré dans tous les sens pour finalement accepter dans une admirable résilience que je ne suis le représentant que d'une géométrie parmi d'autres. L'occasion à travers moi de s'émerveiller une fois de plus, s'il était encore nécessaire, des aventures extraordinaires qui se cachent derrière l'histoire des mathématiques.